Bonsoir à tous. Merci d'être là parmi nous. Je vais commencer par une annonce. Agnès Pannier-Runacher ne pourra pas être parmi nous ce soir. En raison de la motion de censure, il y a un vote à l'Assemblée nationale auquel elle ne peut pas se soustraire, évidemment. Chaque vote. Voilà. Et il a lieu exactement maintenant. Donc voilà. Mais alors, sans transition, on va parler ce soir des enjeux politiques de l'assurabilité. Et quand on parle d'assurabilité ou d'inassurabilité, en général, on parle d'un phénomène technique, on parle de primes qui augmentent, de risques qui augmentent, d'assureurs qui se retirent. Mais l'inassurabilité, c'est aussi en fait le moment où une société n'arrive plus à mutualiser certains risques sans faire des choix politiques explicites. Derrière l'inassurabilité, en fait, il y a trois grandes questions qui sont qui paye pour le risque, qui renonce à être protégé, et peut-être surtout qui décide de ce qu'on continue d'assurer et de ce qu'on renonce à assurer. Et le changement climatique, la multiplication des catastrophes naturelles, les choix d'aménagement passés nous placent aujourd'hui collectivement devant des arbitrages de plus en plus difficiles. Parce que l'inassurabilité, d'un côté, c'est l'exposition de territoires, de ménages, d'individus, d'entreprises à des menaces croissantes de rupture brutale. Mais d'un autre côté, continuer à assurer, c'est parfois retarder l'adaptation. Donc l'objectif de cette, du coup, mini table ronde n'est donc pas de faire un diagnostic technique, mais de mettre au jour les choix politiques qui sont déjà à l'œuvre et qui vont continuer à nous accompagner entre l'État, les assureurs et les assurés. Face à l'inassurabilité, qu'est-ce que nous acceptons collectivement et qu'est-ce que nous refusons désormais d'assumer ? Et nous avons ce soir parmi nous le plaisir d'accueillir Pascal Desmurger, directeur général du groupe Maïf, et Philippe Guillonnet-Dupeyrat, sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor. Donc sans transition supplémentaire, ma première question va être à vous deux. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en France un problème d'assurabilité ? Et si oui, de quoi parle-t-on ? Philippe Guillonnet-Dupeyrat. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Très heureux d'être avec vous. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'assurabilité ? Et c'est moi qui commence. En fait, je me suis demandé si ce n'était pas Pascal qui aurait dû commencer, puisque le premier capteur, c'est bien sûr l'assureur. Alors, nous, la vision qu'on a à la Direction générale du Trésor, c'est qu'il n'y a pas de problème d'assurabilité globale. En revanche, on voit bien qu'il y a des signaux faibles de tension dans certains endroits qui sont très localisés. On voit, pour ceux qui sont les plus anciens parmi nous, qui nous parlent de la fréquence qui augmente, de l'intensité qui augmente, et que nous, on n'a pas connu ça plus avant. Donc c'est pour la raison pour laquelle le gouvernement avait missionné la CCR pour lancer un observatoire de l'assurabilité, avec faire un constat global partagé entre les assureurs, la CCR et le CEREMA, qui est un peu l'expert technique, si on peut dire, pour l'État sur les risques. Et sur l'assurabilité. Et ce projet de rapport a été remis à l'administration. Il doit encore être retravaillé avec plus collectivement pour trouver des solutions et pouvoir présenter un paquet global. Mais le message général est que l'assurance est accessible à peu près partout. C'est dans le à peu près partout que se niche un peu le détail. La préoccupation pour maintenir l'assurabilité, c'est qu'on doit avoir un système dans lequel on n'a ni socialisation excessive, ni socialisation minimale. C'est-à-dire que là où le marché peut faire son travail, là où on a des risques qui sont fréquents, avec des aléas qui suivent en gros la loi des grands nombres, on peut effectivement avoir une mutualisation. Et le mécanisme de marché doit prévaloir. Alors que quand on a des risques qui sont très forts, qui ne sont pas du tout assurables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rentabilité économique pour l'assureur, ou que les risques sont trop importants, alors il y a une carence de marché et l'État doit intervenir. Il peut intervenir par une garantie obligatoire, il peut intervenir en prélevant une surprime pour étaler dans l'espace, en mettant en place des provisions pour égalisation, pour maintenir aussi dans le temps. Mais en fait, l'État intervient là où ce n'est pas assurable pour le marché. Et après, là où notre rôle un peu de vigie rentre en jeu, c'est
il y a des risques, on ne sait pas vraiment encore s'ils font encore partie de la catégorie risque assurable classique ou risque extrême. Alors je prends le cas, vous allez me dire, vous avez pris un cas facile, de la grêle. La grêle, c'est typiquement un risque qui était dans le tempête grêle-neige, qui était considéré comme assurable, il n'y avait pas trop de problèmes. Et aujourd'hui, on considère qu'il est toujours assurable. C'est vrai qu'on a des phénomènes qui sont plus fréquents, un peu plus intenses, mais on n'a pas encore un niveau d'intensité qui justifie une intervention de l'État ou une absence de capacité privée. Donc, ce que ça montre, c'est bien qu'on doit on doit bien connaître le risque pour comprendre ce qui est assurable par le marché ou assurable par l'État, avec un système public. Je laisse la parole à Pascal, peut-être pour compléter ce premier propos. À compléter, ça va être très compliqué, mais non, c'est un peu le problème d'ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les symptômes évidents d'une inassurabilité. Et certains acteurs ont évidemment beau jeu de dire, mais Pascal, cite-moi une zone, cite-moi un cas de quelqu'un qui n'a pas pu assurer sa maison. Bah non, il n'y a pas d'inassurabilité, tout le monde est assuré. Il y a en France 46 millions d'habitations qui sont assurées. Le taux d'assurance doit être de l'ordre de 98% et les 2% résiduels ne sont pas des sujets d'inassurabilité, mais de refus d'assurance volontaire, si je puis dire. Et le régime des CatNat, sous le contrôle de Philippe, fonctionne bien et nous est même envié généralement à l'étranger. On en vante les vertus et je crois qu'on en vante les vertus avec raison. Donc non, aujourd'hui, il n'y a pas de symptômes flagrants ou de cas, on va dire, d'inassurance, de non-assurance, en dépit de la volonté de l'individu de s'assurer. Reste qu'effectivement, comme le disait Philippe, le problème est très largement devant nous. Le devant est difficile à mesurer. Est-ce que c'est un sujet de quelques années? Est-ce que c'est un sujet un tout petit peu plus long terme? Le problème, pour moi, il est de deux natures. Il est d'abord, évidemment, dans l'augmentation constante des coûts des événements climatiques, d'une manière générale. Moi, je me suis amusé à regarder, alors à hauteur d'assureur, mais d'un assureur qui fait un petit peu moins de 10% de part de marché, donc malgré tout représentatif. Si on prend une moyenne sur 5 ans, pour éviter les pics annuels ou au contraire les creux, si on prend une moyenne sur 5 ans et que l'on compare les 5 premières années du millénaire, du siècle et du millénaire, entre 2000 et 2004, et puis si on la compare aux 5 dernières années que l'on a connues, on est sur l'ensemble des événements climatiques, on est quand même à x3. Ça nous coûte aujourd'hui 3 fois plus cher que ça nous coûtait il y a 20 ans ou 25 ans. Alors, je triche un tout petit peu, il y a beaucoup d'assureurs dans la salle, le portefeuille a cru, la valeur des biens a augmenté. Il n'y a pas que le climatique pur, mais quand même. Et donc, premier sujet, évidemment, c'est un sujet de soutenabilité pour des gens pour qui, malgré tout, la MRH commence à constituer un budget. Et en ces périodes de tension sur le pouvoir d'achat, il y a évidemment un problème de soutenabilité. Et puis, l'autre risque, c'est évidemment le risque de retrait. Il faut bien se rendre compte que l'on a en France à peu près 1700 communes côtières qui sont soumises au risque de submersion marine. Et la submersion marine, il y a un moment où ça n'est plus un risque. C'est-à-dire que ça n'est plus aléatoire. C'est écrit d'avance. On sait exactement ce qui va se passer. On a le tiers des Français qui sont exposés à un risque d'inondation. On a la moitié des maisons individuelles qui sont exposées à un risque de sécheresse, de RGA pour les spécialistes, de retrait-gonflement des argiles. Donc on est dans des volumes absolument gigantesques. Et d'ailleurs, le risque de sécheresse est vraisemblablement, à terme,
le risque le plus important en termes de coûts. Et oui, aujourd'hui, quand on regarde un peu finement ce qui se passe sur le marché, il n'y a effectivement aucun endroit duquel tous les assureurs se sont retirés. Il y a des endroits desquels certains assureurs se sont retirés ou pratiquent une tarification ou une politique de souscription qui font que, en pratique, même si ça n'est pas officiellement affiché, en pratique, ils refusent d'assurer de nouveaux risques. Donc oui, ce risque est naissant, émergent. Il n'est pas encore visible, mais il est existant. Philippe, vous voulez réagir ? Sur la façon dont finalement on a un peu ce problème de territoire qui se fracture. En fait, je pense que Pascal l'a bien dit, sous l'angle, on va avoir des assureurs qui ne pratiquent pas un retrait massif, mais qui... C'est pas le nom d'un assureur. Il ne faut pas de retrait massif. Pardon, non. Voilà, il ne faut pas de retrait massif, mais effectivement, ils adaptent la politique de souscription. En fait, tout notre rôle, c'est justement d'essayer d'empêcher cette politique trop exclusive. Si vous commencez à rentrer dans une politique de segmentation, alors évidemment, les assureurs ne vont prendre que les bons risques et l'État va prendre le mauvais risque. Et en fait, tout le système CatNat, c'est justement par la garantie obligatoire qu'on ait cette mutualisation qui se fasse. Je peux développer, mais je ne sais pas combien de temps j'ai pour le faire. D'accord, donc en fait, c'est important pour nous qu'on ait bien un système qui joue son rôle, non pas de voiture-balai. Et il y a des systèmes qui sont construits sur le système de voiture-balai. On a parlé déjà avec Laurence de Floudray, par exemple, qui sont construits comme ça. Mais nous, on n'a pas un système de voiture-balai. On a un système dans lequel, parce qu'on a une garantie obligatoire, parce qu'on a un système de garantie publique derrière pour le fonctionnement, pour la garantie de CCR, ça permet d'assurer le bon fonctionnement. Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de la façon dont les territoires sont affectés différemment ou pas, Laurence ? On va en dire un mot tout de suite, d'accord. Donc si je reprends ce que vous venez de dire, finalement, pour l'instant, il y a des tensions, mais il n'y a rien de dramatique. En revanche, effectivement, il faut qu'on se prépare à ça, au fait qu'à terme, il va y avoir des fractures croissantes. Et la question, c'est est-ce qu'il ne va pas y avoir des fractures territoriales et sociales, je dirais dans deux sens en fait. Il risque d'y avoir des territoires qui seront protégés et d'autres qui ne le sont pas. Et de l'autre côté, un sentiment d'injustice entre des acteurs qui sont exposés et d'autres qui ne le sont pas, mais qui payent pour les premiers. Voilà, c'est ma double question à vous. Pascal. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En absence de mutualisation, il y a des malheureux. Et s'il y a de la mutualisation, il y a plein de mécontents. C'est dans la nature des choses, j'allais dire. Une des difficultés, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais une des difficultés, c'est clairement le croisement de l'augmentation des risques climatiques et de l'amélioration assez considérable ces dernières années de la connaissance du risque climatique. C'est le déchirement du voile d'ignorance. Et à partir du moment où ce voile d'ignorance est déchiré, où je sais de manière précise quelle est la probabilité de survenance de tel ou tel risque naturel à tel endroit, et quand je dis à tel endroit, c'est à l'adresse en réalité, ce n'est pas une commune, ce n'est pas une zone, c'est à l'adresse, évidemment, j'ai des capacités de sélection du risque qui sont quasiment infinies. Et je ne connais aucun exemple historique dans lesquels quelqu'un, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un gouvernement ou d'une entreprise, ait renoncé à l'usage d'une possibilité. Quand on a la capacité technique, on s'en sert
Et ça finit toujours par, effectivement, au cas d'espèce, par un risque de sélection considérable. Oui, il y a en germe une crise sociale et donc derrière une crise politique qui est relativement majeure. Soit en effet on préfère 10 malheureux, soit on préfère 1000 mécontents, mais de toute façon il y a une crise sociale majeure en germe. Et les 10 malheureux, ils vont perdre presque triplement d'une certaine manière. Ils vont perdre d'abord parce que si on ne fait rien, à minima, l'accès à l'assurance va devenir quasi impossible, en tout cas tellement cher que ça va être extrêmement compliqué. Ils vont perdre le jour où ils ne pourront plus assurer leurs biens, alors même que par hypothèse, ce bien est particulièrement exposé, par hypothèse. Et ils vont perdre par ailleurs parce qu'il va y avoir des transferts de richesses assez considérables sur la valeur du patrimoine immobilier. Il va y avoir un effondrement de la valeur patrimoniale d'un certain nombre de biens très exposés et en moyenne sans doute un renchérissement dans d'autres zones qui sont plus clémentes. Donc c'est un peu la triple peine pour ceux qui sont assignés à un territoire, parfois depuis des générations, en tout cas qui habitent là et qui n'ont pas nécessairement le choix et qui généralement n'ont pas le choix d'habiter ailleurs qu'à l'endroit où ils habitent. Et oui, bien sûr, tout système de mutualisation fait un peu grincer. On a d'autres exemples en tête. Je ne vois pas que l'on puisse faire autrement que de mutualiser ce risque sur l'ensemble de la population, ce qui, pour le coup, devient malgré tout financièrement accessible. Philippe. Dans le même ordre d'idée, parce que je souscris quand même beaucoup à ce qui a été dit par Pascal, mais en fait, quand on parle des fractures territoriales et sociales, je trouve qu'on a deux sujets qui sont légèrement différents, parce que la fracture territoriale, elle peut relever de l'assurance, quand la fracture sociale, parfois, relève plus de l'acceptabilité. Dit autrement, on peut avoir une tarification qui se fait, qui n'est pas acceptable socialement, mais qui mécaniquement, ou mathématiquement, ou actuariellement pourrait fonctionner. Et parfois, on a le problème qu'on a des territoires qui sont par ailleurs des zones socialement défavorisées. Et donc là, vous avez le combo des deux sujets. Évidemment, la solidarité s'exerce au niveau de la mutualisation du risque, au niveau national. Et on a des zones qui sont exposées à différents types de risques. Tout à l'heure, Pascal nous a fait une petite histoire des risques depuis 2000. Moi, j'ai regardé depuis 1982, depuis la création du régime. On voit que sur la création du régime, on a, je crois, 50% des indemnisations, ça a été fait sur l'inondation et 40% sur la sécheresse. Et si on regarde depuis les 10 dernières années, on a 50% sur la sécheresse et 30% sur l'inondation. Donc on voit qu'on a des zones qui sont identifiées, on a des zones qui sont exposées à un type de risque, mais qui ne sont pas les mêmes. Et donc, finalement, la mutualisation joue bien son rôle par cette solidarité nationale. On parle parfois c'est pas juste parce que, en fait, on paye alors qu'on n'est pas concerné. Alors, Pascal l'a dit, d'abord, il y a une partie d'aléa, donc effectivement, on ne sait pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on paye. Mais si on regarde le nombre de communes en France qui ont été touchées par un arrêté CatNat, enfin qui ont relevé de l'arrêté CatNat, il y en a 99%. Preuve que, en fait, tout le territoire a bénéficié de la solidarité nationale. Peut-être que les assureurs investissent dans le pourcent de communes qui n'ont pas été affectées, mais en fait, tout le monde est concerné. Et je ferai une petite nuance. Alors, il se trouve que j'ai discuté avec un élu de Charente-Maritime sur le sujet un petit peu, justement, exposition CatNat. Et je ne parle pas de ça parce qu'elle représente une entreprise qui est dans le Poitou-Charentes, mais on parlait de l'exposition relative des électeurs, qui soient sur les bords de la Charente, mettons en Charente-Maritime intérieure, ou qui soient sur l'île de Ré, sur la façade atlantique. Et en fait, dans la mutualisation, alors évidemment, chacun paye une prime CatNat qui est adossée à son contrat de MRH et donc qui n'est pas la même, mais quand même, il pourrait y avoir l'idée que si vous êtes quelque part de manière millénaire à un endroit, que vous êtes là, oui, effectivement, il faut traiter ce problème,
mais que si vous êtes installé si vous avez fait construire sur une zone qui est soumise à submersion marine de manière récurrente, alors on devrait peut-être avoir une tarification qui est différente. C'est déjà possible. L'assureur a déjà la possibilité, si vous êtes dans une zone qui, par le plan de prévention des risques naturels, est considérée comme CatNat, soit de vous dire je vous assure pas, soit vous faites les travaux de prévention, auquel cas je vous assurerai, mais en moyenne, ça ne se fait pas trop sous le contrôle de Pascal. En général, on trouve quand même des primes qui font que ça fonctionne. Donc, en deux mots, oui, il faut que la mutualisation joue son rôle. La plupart en fait, des communes ont bénéficié du régime CatNat. Et après, il faut peut-être distinguer en fonction de est-ce qu'on parle de risque du stock ou est-ce qu'on parle de risque du flux. Et peut-être qu'on pourra avoir une approche différenciée à ce titre-là. Juste une question complémentaire pour vous deux, parce que Pascal a parlé de cette granularité. En fait, on pourrait avoir aujourd'hui une situation où 99% des communes ont effectivement été touchées, mais au sein de ces communes, ce n'est pas les mêmes zones qui sont touchées de façon récurrente, et par conséquent, malgré tout, un problème d'acceptabilité de cette solidarité tarifaire qui peut se développer au cours du temps, en fait. Je ne sais pas. Ah bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le sujet, il est à l'adresse. Et le niveau de risque, il est désormais évalué à l'adresse. Et donc, effectivement, à l'intérieur d'une commune, selon que je suis en haut de la commune ou au bord de la rivière, c'est assez différent. Mais on n'a pas encore, on n'a pas encore le signal prix qui joue suffisamment pour que ce soit décisif. Parce que, alors, on parle par exemple d'une maison dans la vallée du Rhône, là, que vous disiez proche de l'adresse, proche du fleuve ou pas. Bon. Typiquement, le jour où le prix de l'assurance aura un tel signal prix que, en fait, vous dites non, je ne peux pas acheter cette maison-là parce que ça va me coûter trop cher en assurance, évidemment, les localisations se feront à d'autres endroits. Et en fait, aujourd'hui, on a une telle décorrélation entre le prix de l'assurance et le prix du bien que finalement, c'est considéré un peu dans les charges, à mon avis. Question suivante. Le régime a été pensé en 82 autour de deux principes de solidarité et responsabilité, donc en fait sous une forme d'articulation de la prévention à l'assurance. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, avec la multiplication des événements climatiques d'intensité élevée, on a l'impression qu'en fait cette articulation est en train de se rompre et qu'on n'a pas suffisamment de prévention par rapport à ce dont on aurait besoin pour maintenir l'assurabilité. Est-ce que finalement, assurer peut devenir contradictoire avec les objectifs d'adaptation et de transition? Pascal? Alors, je crois que tout le monde peut s'accorder sur le fait que les efforts de prévention ont d'évidence été insuffisants. Je pense que les choses sont vraiment en train de changer et qu'on est en train de basculer, non seulement sur... en effet, la majorité des acteurs, et pas seulement des assureurs, mais aussi progressivement des collectivités locales, des différents acteurs, commencent à considérer que le sujet de prévention est un sujet central. Et pour nous, il est tellement central qu'il est en train, je crois, de transformer en réalité notre métier. C'est-à-dire que la prévention n'est plus considéré, conçu, je ne dis pas que c'est encore matériel ce que je dis, mais la manière dont on conçoit pour demain la prévention, ça n'est plus à côté de notre métier, ça n'est même plus en amont de notre métier, mais d'une certaine manière à l'intérieur de notre métier et presque en aval. C'est-à-dire que demain, on va, et d'ailleurs la réglementation devrait vraisemblablement évoluer de ce point de vue-là, on va réparer résilient, c'est-à-dire en intégrant des éléments de prévention lorsque un sinistre est survenu, qu'on répare effectivement l'habitation en question, et on la réparera demain, de telle sorte que la survenue d'un nouveau sinistre n'entraîne pas les mêmes conséquences. Ce qui pose des petits problèmes juridiques aujourd'hui, puisque dans le Code des assurances, clairement, on parle de remise en état à l'identique, et pas d'une amélioration de l'habitat. Mais clairement, ce rôle de prévention, il est de plus en plus conçu, pensé, imaginé comme faisant partie du rôle même
de l'assureur dans la gestion de sinistres. Alors après, sur votre question, Laurent, sur est-ce que au fond l'assurance ne ralentit pas les transitions géographiques, hein, oui, évidemment. Et pour le coup, il faut serrer sans doute un tout petit peu les cas de figure. Il y a des cas de figure où, on le disait tout à l'heure d'ailleurs, hein, on n'est plus face à un aléa, on n'est plus face à un risque, mais on est face à une certitude. Hein, typiquement, le retrait du trait de côte est quelque chose qui est certain. Et donc là, en effet, il ne faut pas que l'assurance entrave les mutations, et notamment les mutations géographiques, hein, qui, de toute façon, sont totalement incontournables. Il faut les accompagner, et là, pour le coup, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. On l'a bien vu, d'ailleurs, hein, au moment des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. Les pouvoirs publics ont en effet considéré que des zones très délimitées, très précises, devaient être désormais considérées comme inhabitables. Et il y a eu des rachats de propriétés immobilières par les pouvoirs publics pour accompagner cette transition. Donc en effet, quand on n'est plus dans une situation aléatoire, mais une situation de certitude absolue, l'assurance ne doit pas être un empêcheur de transition. Il y a d'autres cas de figure. Par exemple, chez nous, on considère que quelqu'un... je vais reprendre l'exemple de l'île de Ré. Si vous achetez une résidence secondaire sur l'île de Ré, à un endroit où elle est particulièrement exposée, on va dire non, faut pas... voilà, c'est en réalité acheter un bien qui est grevé d'un aléa extrêmement élevé et faire peser sur la communauté des assurés l'aléa en question. Donc c'est quelque chose que l'on ne peut évidemment pas suivre et pas accompagner et encore moins encourager. Donc oui, il y a des prudences à avoir dans la question de l'assurabilité, mais on voit bien que globalement, le sujet est quand même plus un sujet de maintien en condition d'habitabilité d'un certain nombre de territoires, plutôt que d'accompagnement à leur désertification, finalement. Voilà. Juste une question complémentaire avant de passer la parole à Philippe. La reconstruction résiliente, elle va avoir un surcoût. Et qui va prendre en charge ce surcoût? Alors, ça dépend de l'horizon temporel que l'on considère. C'est un surcoût immédiat, ça s'appelle un investissement. Je prends un exemple très concret. Si une maison qui a été inondée et qui est effectivement exposée à une certaine récurrence d'inondation, que le compteur électrique est au rez-de-chaussée, le fait de l'installer au premier étage, ça a un coût, mais ce sera rentable dans la durée. Donc tout dépend, tout est question d'horizon temporel. Un des métiers quand même de l'assurance, c'est précisément de lisser finalement les charges dans le temps. Philippe ? La question, telle que je la résumerai, c'est s'assurer ou s'adapter. Ce qu'il faut dire, s'adapter ou mourir, je ne sais pas, mais c'est en tout cas s'assurer, s'adapter. Et on voit qu'on a un peu un dilemme entre le fait entre l'assurabilité et le fait de renoncer à être là où on est. Et c'est une question, c'est une petite digression, mais je vous encourage à écouter cet excellent passage de Marcel Pagnol dans lequel, dans Manon des Sources, le bon père dit qu'on veut les pousser à partir de chez eux. C'est succulent, donc quand vous rentrez chez vous, vous pouvez le regarder, parce que ça pose la question de est-ce que je dois rester chez moi ou pas. Je partage totalement ce qui a été dit. On assure un aléa, on n'assure pas une certitude. Donc le trait de côte, quand on regarde les chiffres à 2050, à 2100, ce sont des montants assez importants, hein, parce qu'on a, pour le résidentiel, je pense qu'on a 1500 résidences en 2050, mais pour un montant d'à peu près 80 milliards en 2100, si je ne me trompe pas. Donc on est sur des domaines qui sont totalement... Quand je dis 80 milliards, je dis que c'est pas du tout assurable. Pour les résidences, pour les locaux commerciaux, c'est pareil, c'est à peu près le même genre de chiffrage, même si c'est un peu plus faible. On est à 50 000 locaux commerciaux en 2100. Donc typiquement, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra assurer.
Et donc là, effectivement, il faut s'adapter. Et il faut des dispositifs qui soient incitatifs pour réorganiser. Et on a des cas, il y a des cas qui sont très connus comme Soulac-sur-Mer, il y a à Lacanau aussi, ils ont commencé à travailler, Lacanau-Océan, je crois, ils ont commencé un peu à repousser le village, ou enfin ce qui est le plus proche de la mer. Mais on a des aléas dans lesquels on a de la résilience qui est possible. Sur la sécheresse, la construction, alors sur le RGA, typiquement, on a des constructions qui peuvent être résilientes. Et là encore, on a une question de signal prix. Parce que finalement, ça peut être très cher d'installer des micropieux. Donc tout dépend de la valeur de l'endroit où vous êtes. Et est-ce qu'on veut absolument y rester? Et si on veut y rester, en fait, ça a un coût. Et il faut à un moment donné qu'on puisse intégrer ce coût dans la façon dont on fait ces choix de localisation. Le fait de prévenir, ça permet de regagner l'assurabilité. C'est-à-dire que vous pouvez démontrer vis-à-vis de votre assureur que oui, vous avez mis en place les actions de prévention. C'est surtout vrai, c'est d'autant plus vrai, je pense, dans le B2B, enfin dans le conseil aux entreprises. Et c'est vrai que pour moi, ce qui est plus compliqué, c'est de me dire, bon, quand vous avez une relation de confiance avec un assureur, vous êtes une entreprise quelconque, une scierie par exemple, et là vous avez réussi à montrer à votre assureur que vous avez pris les mesures par feu, voilà, et donc il va vous assurer. C'est peut-être plus compliqué à intégrer quand on est sur le retail classique. Est-ce que vous allez avoir une assurance auto un peu moins chère parce que votre assureur vous dit je vous envoie un SMS quand il y a de la grêle et puis vous rentrez votre voiture dans un garage public. Je pense que ça marche un peu moins, ça. Voilà. Ils ne le font pas. Voilà. On leur envoie des SMS, mais ils ne le font pas. J'ai reçu beaucoup de SMS la semaine dernière. Mais voilà, donc de dire en fait la prévention, ça permet de regagner l'assurabilité. Je remets un peu en regard aussi les chiffres que j'ai évoqués. Si je parle d'1 milliard pour le trait de côte en 2050 pour les résidences privées, le fonds Barnier, souvent on dit le fonds Barnier c'est pas suffisant, on n'a pas mis assez d'argent. Finalement le fonds Barnier depuis 2009, entre 2009 et 2023, on a mis quasiment 3 milliards. Donc quelque part on pourrait aussi avoir un effet, je pense qu'on a un effet de la prévention qui permet un peu de réduire les dommages. Voilà. Donc on n'a pas forcément besoin de choisir entre assurabilité et objectif de transition écologique. Et dans le cas spécifique de la résilience, là typiquement on peut avoir de l'assurabilité et une meilleure atteinte des objectifs. Il nous reste quand même les zones noires, où il n'y a plus d'aléas, et là pour le coup il y a des décisions qui doivent être prises finalement. Ça m'amène à la dernière question, en fait, parce qu'on voit bien que ce sujet pose une question de choix collectif, qui paye pour qui et jusqu'où. Et donc la dernière question, en fait, c'est une question sur la légitimité du discours quant aux choix politiques à faire et au rôle finalement de l'État, des assureurs et des collectivités dans l'annonce de ces choix, en fait. Qui doit porter le discours sur l'inassurabilité? Philippe? Pour le coup, en fait, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Mon raisonnement tout à l'heure sur le marché marche, c'est l'assureur qui est en première ligne, ça fonctionne, l'État n'a pas à intervenir a priori, sinon pour le cadre de réglementation classique. Le marché ne marche pas, et là, on va se retourner vers la puissance publique. Donc évidemment, il y a un rôle. C'est l'assureur qui est en première ligne qui nous dit mais là c'est vraiment compliqué, je n'arrive plus à assurer, ou si ce n'est pas l'assureur, c'est l'assuré qui vient nous voir en disant ça ne marche pas. Et donc on a ce dialogue qu'on doit avoir, on a aussi avec les réassureurs, parce que l'assureur nous dit oui, moi le réassureur ne me prend plus, donc dans mon business model ça ne marche pas. Donc le constat va bien venir, j'allais dire, du marché. Ensuite on va se tourner vers l'État et on va lui dire qu'est-ce que vous faites? Alors il faut faire... pour qui doit porter la parole, je pense que c'est le rôle de l'État de dire là, effectivement, on a un problème. On doit le faire en partenariat avec l'assureur parce que ce sont des sujets qui sont quand même relativement techniques. Donc il faut que ce qu'on dise soit bien assis et qu'on n'ait pas d'erreur d'analyse. Et c'est tout le rôle de l'Observatoire. Mais après, on peut avoir une approche à différents niveaux parce que, je reprends le cas de la construction, si on a des collectivités locales qui octroient des permis de construire dans les zones RGA, évidemment, on va avoir des problèmes. Donc là, le rôle, c'est de dire, non, en fait, ce sont des zones dans lesquelles c'est trop risqué, ou alors si vous voulez construire, c'est très spécifique, et il faut construire comme ceci ou comme cela. Ou alors de forcer les actions de réparation ou de résilience. Donc oui, moi je crois que l'État doit porter la parole quand on a un risque qui est plus assurable.
et qui doit soit proposer des solutions pour l'assurabilité, soit de dire ça en fait on ne pourra pas, il faut qu'on assume collectivement, ce qu'en général on fait rarement, de dire en fait les gens se débrouilleront. Il se trouve que ces gens-là viendront toujours voir l'État in fine. Donc nous on a toujours intérêt à avoir des solutions concertées. Je prends peut-être l'exemple, Pascal en a parlé de la reconstruction résiliente. C'est vrai que typiquement, dire aux gens, vous êtes dans une zone qui est trop inondable ou qui ne sera pas résiliente, là, il faut effectivement s'adapter. Après, on peut dire, on ne va pas vous refinancer toute la reconstruction résiliente, mais on vous donne tout ce à quoi vous auriez eu le droit pour une reconstruction classique, à l'identique, et ensuite, vous ferez une reconstruction résiliente. Je me rappelle, vous avez cité le cas des inondations dans le Nord. On avait parlé d'un cas où l'assureur disait on ne peut pas faire d'escalier dehors parce que ce n'est pas à l'identique. Or, en cas d'inondation, un escalier dehors, c'est quand même pratique pour pouvoir sortir de chez soi ou accéder. Voilà. Donc typiquement, ce genre de choses devrait pouvoir être promu. Mais bon, c'est pas parce que l'État doit porter le discours que je peux empêcher Pascal de parler. Non, mais c'était une très bonne illustration de la répartition des rôles. Alors, il y a qui doit porter le discours, enfin, moi je suis complètement d'accord avec ce que disait Philippe. Il y a le rôle des collectivités locales, qui ont quand même, par hypothèse, une connaissance et une proximité beaucoup plus importante. Et donc je pense qu'il y a un rôle assez majeur, à la fois de conscientisation de l'existence de ces risques et de leur probabilité de survenance, et puis évidemment un rôle d'adaptation. Donc il y a le sujet effectivement de la prise de conscience et de l'information des citoyens, on va dire, et puis il y a le sujet des mesures à prendre. Et on a décrit au début de la réunion le risque, effectivement, déjà partiellement avéré, je crois qu'on peut dire ça comme ça, le risque d'un retrait progressif des assureurs de certaines zones, et on sait comment ça se passe. Si ce risque s'accélère, l'accélération va elle-même s'accélérer, et personne ne voudrait être celui qui éteint la lumière. Autrement, on prend le risque effectivement de récolter tous les mauvais sujets. Et donc, il y a besoin, moi je crois, d'un cadre réglementaire. Alors, idéalement, co-construit avec les assureurs, et les assureurs sont force de proposition. Moi, ça fait des années maintenant qu'au sein de la profession d'abord, avec les pouvoirs publics ensuite, j'essaye de proposer un certain nombre de solutions. Les choses évoluent, les esprits évoluent énormément. Il y a encore, 3-4 ans, au mieux, on considérait le sujet, mais sans aucun enthousiasme et envie de le régler. Au pire, ça paraissait comme quelque chose de totalement exotique et de toute façon inexistant. Aujourd'hui, dans la communauté des assureurs, je peux dire qu'il y a une majorité, je pense, relativement forte d'assureurs qui non seulement sont conscients du sujet, mais qui ont envie, qui souhaitent que collectivement les assureurs se mettent d'accord pour proposer au pouvoir public une solution à minima de moyen terme, ne rêvons pas trop, et même qui ont sur la table ou sont en train de formuler une proposition qui tient complètement la route et qui permet effectivement un premier niveau de mutualisation. Derrière, il faut que les règles du jeu, bien sûr, soient fixées sur la base de ces propositions par les pouvoirs publics pour que tout le monde s'y plie et que chacun joue le jeu. Ce qui peut vouloir dire d'ailleurs des réformes symboliquement un petit peu importante du régime CatNat tel qu'il a été conçu il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, mais pas du tout incompatible avec son fonctionnement, au contraire, ni avec sa pérennité. Donc moi je suis plutôt assez confiant, malgré tout, dans le niveau de prise de conscience du sujet
le niveau de responsabilité des différents acteurs et la possibilité technique d'élaborer des solutions qui, encore une fois, existent déjà, sont sur la table, font encore l'objet évidemment de discussions, mais peuvent aboutir, je pense, assez rapidement. Si je peux juste compléter un tout petit peu sur la légitimité pour tenir le discours. En fait, le discours va être d'autant plus facile à porter qu'on commence à avoir des entreprises, enfin même on commence, il y a quand même pas mal d'entreprises qui viennent nous dire « moi j'ai un problème pour assurer tel type de risque ». Donc c'est quelque chose qui forcément se répercute sur l'activité économique d'un territoire. Vous avez des élus qui eux-mêmes vont avoir une problématique spécifique parfois d'assurance. Et donc quelque part, la légitimité du discours, je peux dire qu'elle va surnager toute seule, ou qu'elle va survenir toute seule, mais elle est quand même d'autant plus facile que certaines personnes dans leur secteur vont le voir. Alors pour l'État, c'est un peu différent parce que l'État est son propre assureur, mais en tout cas, je pense que ça participe quand même à la prise de conscience du sujet. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de mes questions. Je vous propose, si vous voulez conclure chacun 1 ou 2 minutes avant de passer aux questions de la salle. Moi, j'ai hâte d'avoir les questions de la salle. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Moi, j'avais une question parce que j'entendais que les assureurs ne se retiraient pas du marché, mais j'avais l'impression surtout sur le marché des particuliers. Mais je voulais aussi avoir votre point de vue sur le marché des entreprises. Quelle était votre vision? Est-ce que vous sentez que des assureurs essayent quand même aussi soit d'augmenter les primes, soit de se retirer? Et sur quelle typologie de zone ou sur quelle typologie de risque aussi? Est-ce que c'est les mêmes ou est-ce que vous identifiez aussi d'autres typologies de risques pour les industriels? Alors, à titre personnel, moi, je suis plus à l'aise pour vous répondre sur 2 marchés spécifiques, celui des particuliers et celui des collectivités locales, dont on parle beaucoup. Hein. Il y a énormément de bruit autour de l'inassurabilité des collectivités locales. Sur les particuliers, je crois qu'on l'a bien dit. Hein. Il y a effectivement quelques opérateurs qui commencent à sélectionner assez fortement le risque. Sur les collectivités locales, là aussi, hein, il y a un observatoire, entre guillemets, enfin un peu plus qu'un observatoire, Collective Assure, qui a été mis en place par les pouvoirs publics pour recueillir les demandes, les problèmes, les difficultés d'élus ou de collectivités locales qui ne trouveraient pas à s'assurer. Et de fait, la mise en place de Collective Assure a montré qu'il n'y avait pas de problème d'assurabilité, c'est-à-dire de collectivités qui ne trouveraient pas d'assureurs. En revanche, c'est un marché un tout petit peu particulier dans lequel, pendant 1-2 décennies, il y a eu des conditions de marché, on va dire, ou des jeux d'acteurs qui ont fait que les tarifs se sont totalement effondrés. Quand il y avait une courbe croissante assez forte du niveau de risque, à la fois dans la valorisation des biens assurés et dans la probabilité de survenance, il y avait dans le même temps une décrue extrêmement forte des tarifs d'assurance. Évidemment, tout ça ne peut pas durer éternellement. Et donc, le marché s'est assaini ces 2-3 dernières années. Et désormais, il y a un niveau de tarification technique normal, correspondant à la réalité du risque, mais pas de problème d'assurabilité. Sur les entreprises, je suis un peu moins bien placé. Je ne sais pas, Philippe, si... Alors, pour répondre à la question de monsieur, c'est vrai que les travaux qui ont été menés dans le cadre de l'Observatoire de l'assurabilité, qui ne sont pas tout à fait terminés, portent pour l'instant sur le risque particulier, parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose et que déjà, en fait, mettre tout le monde autour de la table sur ce risque-là, ça a été une bonne avancée. Donc ça explique que ma réponse, effectivement, porte sur le marché en général, mais qu'on l'a vu par le prisme des particuliers. Sur les entreprises, alors, vous avez des tarifs qui augmentent, comme aussi pour les particuliers, mais les cas d'exclusion sont en fait assez spécifiques. C'est vrai que
Ça a été dit par Pascal au tout début, vous n'allez pas forcément avoir de retrait massif. Ce qu'on va avoir, c'est peut-être des tarifs qui augmentent, des franchises qui augmentent, ou des exemptions qui augmentent. Et je crois qu'on ne peut pas le dire de manière générale. Je pense qu'on l'a sur certains risques. Donc, nous, notre vision, c'est que, hormis cas très particuliers, en particulier sur des territoires qui sont relativement bien identifiés, on n'a pas de problème d'assurabilité des entreprises, mais le constat un peu fin, objectif, ce ne sera pas celui de l'Observatoire. Et c'est pour ça que nous, on appelle de nos voeux que les travaux de l'Observatoire se poursuivent, y compris après en élargissant la base d'analyse. Merci. Merci. Oui, je suis Sandra de Selle-Lamotte. Je préside une association de prévention des risques naturels et technologiques majeurs pour les entreprises et les activités agricoles. Et je voudrais vous partager 2 constats et exprimer 3 besoins. En fait, liés aux observations que l'on a, parce qu'en fait, on est une association nationale, on regroupe à la fois des entreprises porteuses de solutions, des experts et des entreprises exposées aux risques majeurs. Là, on voit quelque chose qui émerge, c'est ponctuel, mais ça émerge et ça nous interroge. Ce sont des assureurs, enfin un assureur, là, en l'occurrence américain, qui, vis-à-vis des activités économiques, va avoir sa propre cartographie en fait, des risques et qui, du coup, va venir vers l'entreprise dans le cadre du contrat privé d'assurance pour indiquer qu'il souhaite que des mesures soient prises par rapport à un niveau de risque qui n'est pas celui que l'État affiche, notamment dans les plans de prévention des risques. Donc l'État va, par exemple, afficher une crue centenale, l'assureur va vouloir des mesures par rapport à une crue cinquantennale. Donc ça nous interroge par rapport à justement ce maintien de cette relation entre les assureurs et l'État, notamment par rapport au niveau de risque affiché dans les territoires. Donc ça nous renvoie à quelque chose qui émergerait, qui serait le renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire ce serait à l'entreprise de démontrer qu'elle est en capacité de se protéger par rapport à un niveau de risque qui est plus élevé que celui qu'affiche l'État. Et ça a un coût, puisqu'en fait, l'entreprise, pour le démontrer, doit elle-même porter la charge d'études auprès d'experts, et ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros qui, du coup, ne sont pas utilisés dans des mesures de protection. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a vraiment un retard énorme sur la formation des dirigeants et des responsables sécurité par rapport aux risques majeurs qu'ils ne connaissent pas. Ça, c'est vraiment un constat que l'on fait depuis plusieurs années et qui est constant. Et un manque de soutien par la réglementation. Donc là, j'en viens aux besoins. C'est vrai qu'il y a cet aspect de soutenir, je pense, par la réglementation, cette obligation de former ces acteurs-là aux risques majeurs. Et la deuxième chose par rapport aux assurances, c'est vrai que nous, on serait vraiment, comme on accompagne les entreprises, vraiment, on apprécierait qu'il y ait des incitations financières aussi des assureurs quand les entreprises agissent dans le sens de la résilience. Cela peut être attesté par de la labellisation qui serait aussi, qui a comme vertu aussi l'observation de ce qui se fait, puisqu'on connaîtrait le nombre d'entreprises labellisées, par exemple. Mais quand je dis incitation financière, je ne parle pas évidemment du baisse du coût de l'assurance, mais au moins de la limitation de l'augmentation de la franchise. Et ce qui nous semblerait aussi vraiment intéressant, c'est qu'il y ait beaucoup plus de maillage entre les acteurs du monde assurantiel et des acteurs de la prévention des risques majeurs. Et là, on est encore dans 2 mondes qui ont encore trop tendance, et malheureusement, à s'ignorer. Voilà ce que je voulais vous dire. Et par rapport au fonds Barnier, en termes d'axe de progression, ce serait aussi que là, il y ait des aides qui sont pour l'instant limitées à des entreprises de moins de 20 salariés, et bien que l'on arrive au moins à 250 salariés. Parce que de toute façon, l'aide, elle est limitée, elle est plafonnée. Et cela a une vertu incitative. Et sur les territoires, il faut des exemples. Je vous remercie. Je vous donne la parole. Et puis peut-être un tout petit mot. Alors, peut-être ai-je été insuffisamment attentif ou n'ai-je pas complètement compris. Mais j'ai l'impression en réalité que vos 2 questions, la première sur
la question de l'évaluation du risque de la part de l'assureur. Et la deuxième sur, au fond, j'ai mis en place des mesures de prévention. Est-ce que je ne dois pas être, je mets des guillemets, récompensé pour ces mesures de prévention? J'ai l'impression qu'en réalité, ce sont les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que c'est un sujet d'estimation du niveau de risque, à la fois dans sa probabilité de survenance et dans l'intensité de ses conséquences. Et que, évidemment, l'estimation du niveau de risque faite par le professionnel qu'est l'assureur, éventuellement un autre assureur, parce qu'on est sur un marché ouvert, peut avoir une estimation un petit peu différente, va entraîner une tarification. Et puis, si des mesures de prévention probantes sont prises qui limitent l'intensité future des sinistres, va éventuellement revoir à la baisse soit sa tarification, soit le niveau de ses franchises. Mais on est bien dans les deux cas que vous citez, dans le jeu normal, me semble-t-il, consistant, et c'est le métier de base de l'assureur, à vrai dire, à tarifer un niveau de risque pour définir une prime et des conditions d'acceptation. J'ai pas très bien compris si, merci beaucoup, si vous représentiez des entreprises, c'est ça? Oui, c'est ça, ok. Alors peut-être, j'ai trois commentaires. Le premier, c'est sur la prévention. Pascal l'a dit, il y a la façon dont l'assureur perçoit son risque. Effectivement, parfois l'État, donc il y a le dire État sur le risque. Et après, l'assureur peut avoir une appréciation différente, comme on peut avoir une appréciation différente de faits qui sont relativement objectifs quand on a une approche commerciale de ce sujet. Donc oui, il peut y avoir des différentes appréciations, mais le marché doit jouer son rôle. En fait, le marché doit jouer son rôle entre plusieurs assureurs, parce que ce que vous évoquez là pour un assureur américain, je ne sais pas si c'est le cas, si vous mettez 10 assureurs en concurrence sur le marché, est-ce qu'en moyenne, ils vont avoir une approche proche de l'assureur américain ou de celle du risque État? Premier point. Deuxième point, vous avez cité la formation des entreprises, donc grosso modo. C'est important, effectivement, la connaissance du risque. C'est un sujet dont on parle pas mal avec les agents généraux. Toujours sur l'idée un peu de dire, mais si je fais un peu de prévention, est-ce que je peux avoir une meilleure tarification? Et donc, alors moi je représente la Direction Générale du Trésor, mais on travaille de manière très concertée avec la Direction Générale de la Prévention des Risques, la DGPR. Et la DGPR travaille avec l'AGA, donc l'association qui représente les agents généraux, pour justement leur apprendre à mieux connaître le risque. Ça, c'est un point qui nous semble important parce que du coup, on peut avoir une meilleure tarification. Et troisièmement, alors je fais une petite incidente parce que vous représentez donc des entreprises. En fait, il y a un moment donné, je ne vais pas vous faire tout le pitch sur les captives, mais pour les entreprises qui ont des risques industriels majeurs, en général, la captive d'assurance permet d'avoir une appréciation beaucoup plus fine du risque. Et pour des entreprises qui avaient été un peu exclues ou qui avaient vraiment du mal parce qu'elles avaient un risque spécifique, alors je prends l'exemple d'une entreprise qui lance des satellites, par exemple, ou qui a des avions, enfin c'est des risques un peu particuliers, tout le monde ne fait pas ça. Comme on a la captive et comme on a la meilleure connaissance du risque avec une réassurance interne qui joue son rôle, alors on est en mesure d'avoir un partenariat avec l'assureur pour la suite. Et donc ça peut aussi être une façon de traiter les risques spécifiques majeurs. Merci beaucoup. J'ai encore une question ici, et puis ensuite là-bas, au fond. Bonjour. Bonjour. Patrick Desjeveny, donc président du CNPP. Je voulais intervenir sur plusieurs points. La première, par rapport à la question sur les entreprises. Je crois que là, on parle beaucoup de risque climatique. C'est l'inassurabilité liée au risque climatique. Sur les entreprises, la problématique peut être assez différente. Et on a des problèmes d'assurabilité par rapport à l'activité même de l'entreprise et pas forcément par rapport à son risque lié au climat. Donc, les observatoires que l'on est en train de mettre en place ne répondent pas forcément complètement aux problèmes de l'assurabilité des entreprises. Je pense par exemple à toutes les activités autour du bois où il y a des refus d'assurance qui ne sont pas franchement liés à un problème climatique. Deuxième sujet sur lequel je voudrais intervenir, Pascal l'a bien dit, c'est le problème est devant nous. Le problème est devant nous et il s'agit de le préparer. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'entends le fait que
finalement, c'est à la collectivité locale ou à l'État d'assumer une certaine responsabilité par rapport au fait que telle ou telle habitation ou tel bâtiment va devenir un jour inassurable. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que c'est les assureurs qui en prennent plein la figure lorsqu'il y a un problème de non-assurance. Donc, concrètement, le public, que ce soit le particulier, la collectivité locale ou les entreprises, estiment continuellement que c'est l'assureur qui finalement refuse d'assurer, alors qu'il n'a pas de raison de refuser d'assurer. Et je crois qu'en termes de formation, en termes de sensibilisation, on doit prendre effectivement les devants. Et je suis assez favorable à ce que un zonier de zone hyper aggravée et évolutive dans le temps soit réalisé non pas par les assureurs, alors avec l'aide des assureurs potentiellement, mais de façon très officielle par l'État, au sens qui permettrait finalement une sensibilisation au moment de l'achat d'un bien à tel ou tel endroit ou de la revente d'un bien à tel ou tel endroit. Voilà, je pense que il ne faut pas laisser les assureurs sur la seule responsabilité finalement de gérer quelque chose qu'ils sont incapables de gérer, c'est-à-dire l'évolution du risque climatique. Non, mais j'ai l'impression que c'était plus un point de vue qu'une question, Patrick, non? Peut-être, il y a quand même... je trouve qu'il y a deux facettes, parce que dans ce que vous dites, il y a effectivement le système de solidarité nationale qui doit être performant pour couvrir ce genre de risque, ou la parole publique, alors je dis public, ça peut être État, collectivité locale, voilà, pour dire en fait ici, si vous habitez là, vous ne pouvez plus être assuré. Et donc quelque part, il faut que vous assumiez de partir ou d'agir. Donc c'est pas forcément juste l'État ou l'assureur. C'est-à-dire que l'assureur, il dit bien, voilà, moi, dans les moyens du marché que j'ai, même avec le backstop de l'État dans le système CatNat, je n'arrive plus à vous assurer. Donc, il faut faire des mesures résilientes. Et on en revient sur est-ce que ça vaut le coup pour ces habitations-là de réinvestir. Le Code des assurances vous dit déjà que vous n'êtes pas obligé en tant qu'assureur d'assurer des habitations qui sont en zone risquée. Sur le zonier, la DGPR avec le CEREMA travaille sur une carte État sur... alors il y a les PPRN, les plans de prévention des risques, mais il y a aussi cette carte sur les inondations avec le risque État. Donc je crois, sauf erreur de ma part, qu'elle n'est pas tout à fait terminée, je ne me trompe pas. Mais en tout cas, l'idée que vous avez avancée là, c'est quelque chose sur lequel on travaille effectivement pour le produire. Je peux y aller. Bonjour, je suis Florence Marchand, je suis la directrice du pôle alpin d'études et de recherche sur la prévention des risques naturels. Donc une association. J'ai réagi sur le mot facile. Vous avez dit facile tout à l'heure. Mon Dieu, j'ai retenu le mauvais mot. Mais vous froncez les sourcils. Vous avez dit c'est facile, en fait, on va y arriver, on va travailler ensemble. Mais en fait, je voudrais réagir sur ce terme et dire effectivement que sur les territoires aujourd'hui, on y est déjà. C'est pas devant nous. Et c'est pas du tout négatif non plus ce que je dis. C'est-à-dire, en l'occurrence, dans les Alpes, vous avez entendu qu'il y a des événements comme la Bérarde, qui a été emblématique. Il y en a d'autres aussi, à Blatten, juste de l'autre côté de la frontière. Et il y en a tous les jours. Donc non, ce n'est pas devant nous, on y est. Aujourd'hui se pose la question des questions de renoncement. Oui, vous avez raison, c'est multi-acteurs avec les collectivités, mais avec toutes les parties prenantes. C'est une responsabilité qui doit être partagée. Effectivement, on a la chance que vous soyez devant nous aujourd'hui, mais on devrait avoir toute la typologie potentielle des acteurs qui sont autour de cette question-là avec les assureurs. Et pour vous donner un exemple concret, je travaillais il y a quelques jours au niveau de la COP régionale Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, et on réfléchissait aussi par rapport au plan d'adaptation au changement climatique sur le massif alpin. Et à un moment, on se disait, voilà, c'est quoi les enjeux pour les années qui viennent jusqu'à 2030 ? Et je disais, mais associons les assureurs. Alors, pour nous, c'est évident, quand on est sur le terrain tous les jours, on accompagne effectivement les territoires dans la gestion intégrée des risques, sur du multirisque,
pour que vraiment on change de paradigme et qu'on ait des projets de territoire pour lesquels le risque est complètement systémique. Mais pour beaucoup d'acteurs encore, et des grands acteurs institutionnels, ce n'est pas si évident encore de travailler avec les assureurs. Donc je pense que notre enjeu à tous, dans nos responsabilités partagées, c'est d'apprendre à travailler ensemble les uns avec les autres, à toutes les échelles de l'État également, et qu'on y est déjà. Donc juste dire que dans l'idée, c'est facile. Dans les faits, ça veut dire qu'il faut à la fois changer nos façons de travailler et être de plus en plus dans la co-construction et la coopération sur ces travaux-là sur les territoires. On a des nouveaux élus qui arrivent demain. Il va falloir accélérer aussi le timing parce que la question du temps, elle est essentielle. Les élus doivent être formés. Voilà, juste pour dire qu'on y est. Il y a des moyens pour le faire, il y a des moyens pour travailler. Et un dernier point sur le fonds Barnier. Je pense qu'il y a un enjeu aussi majeur, effectivement, d'arriver bien à financer des espaces d'interface pour qu'on arrive à travailler ensemble. Parce que sinon, on va rester en silo et on ne produira pas des effets sur les territoires. Voilà, merci. C'est pas forcément facile de travailler avec les assureurs, mais moi je le fais tous les jours. Je m'en sors. Non, mais c'est indispensable. Non, et en tout cas, s'il se fait que j'ai qualifié quelque chose de facile, ça n'est sûrement pas dans la mise en œuvre des solutions. En revanche, je crois qu'aujourd'hui, dans la conception de réponses de mutualisation par le système assurantiel face au risque d'inassurabilité, on était bien sur les habitations individuelles, les solutions existent et elles ne sont pas actuariellement inaccessibles. C'était mon seul point, mais je peux témoigner que ne serait-ce que convaincre les uns et les autres de la nécessité absolue de mettre en place un système de cette nature est tout sauf facile. Je vous propose de prendre une dernière question. Ah, bon, ici. Bonsoir, je m'appelle François Lanaver, je travaille chez AXA Climate et moi j'ai une question à vous poser et non pas un commentaire. Dans le teaser de la réunion, là, on parlait de solidarité et on disait en fait que l'assurabilité interroge les liens de solidarité qu'il y a en France. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous voyez réellement que le régime CatNat devient un objet politique? Est-ce que vous voyez des élus? Est-ce que vous voyez des députés? Est-ce que vous voyez des candidats aux élections présidentielles se saisir de cet objet et dire « Moi, sur mon territoire, je vais tout faire pour protéger la population et protéger le régime CatNat » Ou alors, est-ce que ça reste un débat d'experts, comme on a ce soir, ou comme il y a dans différentes instances, il y a des excellentes conférences de la CCR ou de tous les assureurs sur le sujet. Donc, est-ce qu'on fait vraiment du régime CatNat un objet politique? Est-ce que vous voyez des signaux là-dessus? Merci. Merci beaucoup. Le sujet CatNat devient un objet politique quand on touche à ce qu'on a évoqué, le fait que les entreprises ne puissent plus être assurées, ou que les territoires ne puissent plus être assurés, ou que la remontée des prix fait qu'on estime que c'est beaucoup trop cher, sans spécifier exactement ce que ça veut dire trop cher. Donc oui, le sujet CatNat est un objet politique, et comme tout objet politique, il y a des objets politiques qui volent et d'autres qui ne volent pas en fonction des moments. Ce qu'on a comme discussion là, c'est de dire on peut avoir un sujet politique avec des vrais choix politiques, mais sur le fonctionnement du modèle, sur le financement du modèle, ça peut rester une discussion relativement technique. Moi, dans mon travail au ministère, parfois on me pose un problème et je propose différentes solutions qui sont techniques. On a fait des propositions. Et derrière, il y a des choix politiques qui sont à faire. Et là, il y a une décision politique sur, par exemple, comment est-ce qu'on répartit le coût de la surprime entre tels et tels acteurs. Est-ce que c'est les entreprises qui doivent payer plus? Est-ce que c'est les particuliers? Est-ce qu'on doit financer la sécheresse ou pas? Voilà, ça, c'est des choix politiques qui sont faits. Donc, moi, je crois que l'objet peut être politique, mais qu'il ne doit pas forcément tout le temps l'être, et que on a un système qui est relativement résilient. Il peut être adapté, mais il montre quand même qu'il fonctionne relativement bien, parce que finalement, on ne paye pas si cher que ça par rapport aux résultats, en tout cas pour ceux qui sont touchés par l'aléa. Ouais, moi, j'ajouterais que moi, j'ai l'impression que la CCR ou le régime des catastrophes naturelles
est par essence un objet politique qui est en train de devenir un sujet politique. C'est par essence un objet politique. C'est un objet de mutualisation du risque sur le territoire. C'est un objet de garantie in fine de la protection, notamment des habitants de ce pays. C'est un objet qui structure, malgré tout, sur alors un champ particulier et pas gigantesque, mais quand même qui devient important, qui structure une forme de solidarité nationale. Donc c'est bien un objet politique. C'est un objet, au fond, de politique publique. Et on disait au début, c'est un objet de politique publique que l'on nous envie dans bien des géographies, dans bien des pays. Donc c'est par essence un objet politique. Ça devient de plus en plus souvent un sujet politique. Alors, ça le devient, mais quand même à relativement bas bruit, de manière positive, précisément sur le thème il faut absolument préserver le régime des catastrophes naturelles, il est protecteur, il organise une solidarité, etc. C'est quand même relativement à bas bruit. Il devient de plus en plus souvent un sujet politique de manière négative. Soit localement parce que l'arrêté CatNat n'a pas été pris, et c'est quand même scandaleux, parce que les voisins d'à côté, ils ont eu un arrêté CatNat et ils sont couverts et nous, on ne l'est pas. Et donc, oui, ça devient un objet de polémique. Soit parce que la CCR est imaginée, sollicitée pour d'autres sujets. Et je pense aux débats, alors là, pour le coup, extrêmement politiciens, qui ont eu lieu ces dernières semaines sur la couverture du risque émeute. Avec, effectivement, alors là, pour le coup, vous avez parlé de futurs candidats à la présidence qui se sont emparés de ce sujet. Alors on en pense ce que l'on en veut, peu importe. C'était poujadiste, ça ne l'était pas, peu importe. Mais en tout cas, on voit bien que c'est devenu un sujet politicien. C'est pas très gentil, Pascal, parce qu'il est 19h39. Vous avez dit que vous deviez partir à 19h40. Donc moi, je suis disponible pour parler émeute avec ceux qui veulent derrière. J'ai pas été négatif sur la proposition. J'ai juste dit qu'elle avait été prise en otage par certains groupes politiques. Je veux dire que ça a appelé une réponse plus longue. Ouais. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour solliciter une prochaine invitation. Bien, comme Philippe vient de le dire, on n'a pas le temps de prolonger la discussion. Mais effectivement, c'est un teaser pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, la conférence sera sur le risque d'émeute. Donc venez armés. On vous remercie beaucoup d'être venu et d'avoir parvenu à traverser le hall de Sciences Po, ce qui n'était pas une mince affaire. Et de ne pas y être resté, surtout. Voilà, et de ne pas y être resté. Vous allez maintenant avoir... donc il n'y a pas de karaoké, mais enfin bon, il y a quand même des trucs si vous voulez. On vous signale simplement juste une seconde que l'activité de la chaire se poursuit toute l'année avec des webinaires qui se tiennent en moyenne une fois par mois le mercredi matin, tôt, mais c'est en ligne à 8h30. Donc n'hésitez pas à y assister. On vous y accueillera avec plaisir. Merci beaucoup et merci de vos interventions.